outro fator é entender Toda a experiência esta step. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. On entame donc cette deuxième session qui est consacrée au rapport entre les socialistes et les autres partis de gauche, notamment pendant l'entre-deux-guerres, enfin la Première Guerre mondiale, l'entre-deux-guerres, et puis par la suite. Alors malheureusement, Gilles Morin est malade et ne pourra pas être avec nous pour cette session. On a une grosse pensée pour lui et on espère qu'il se rétablira vite, qu'il ira bien. Et donc, c'est Adeline Blaskiewicz-Maison qui va donc intervenir, qui sera donc la seule intervenante pour cette session. Adeline Blaskiewicz-Maison qui fait une thèse à Paris 1 sur Albert Thomas. Hein. Elle avait déjà fait un mémoire de recherche sur Albert Thomas, qui a été publié, qui a été publié donc aux presses au PUR, aux presses universitaires de Rennes. Et c'est par ailleurs un mémoire qui a reçu le prix de la Fondation Jean Jaurès et le prix du Métro en 2014, si je ne me trompe pas. 2013. En 2013. Donc des recherches qui sont évidemment très attendues, qui ont été très attendues sous forme de livres, mais ça c'est bon, et puis qui le seront également sous forme de thèse. Donc on est ravis de vous accueillir ici et avec grand joie. Alors, merci beaucoup. Merci de m'accueillir ici. Et puis, bonjour à toutes et à tous, ici dans la salle et aussi avec nous sur les écrans. Donc, je suis ravie d'être ici, déjà parce que ça me donne l'occasion légitime et autorisée de quitter mon domicile pendant ce confinement. Et ensuite, parce que c'est un thème qui est bien sûr passionnant. Je vais surtout porter ma communication sur effectivement la cristallisation de l'identité socialiste face aux forces de gauche et surtout par rapport au Parti communiste en m'appuyant effectivement sur l'exemple sur lequel je travaille, c'est-à-dire la figure d'Albert Thomas, à la fois son parcours et ce qu'il symbolise en fait, ou ce qu'il va incarner dans la cristallisation de ces identités qui se construisent en miroir, notamment après le congrès de Tours. Donc comme ça a été rappelé en introduction, nous fêtons justement cette année le centenaire du congrès de Tours, cette scission fondatrice du mouvement socialiste français, qui inaugure une période nouvelle où les identités, enfin en tout cas l'identité socialiste se scinde finalement et vont se constituer en miroir l'identité socialiste d'un côté, autour de la SFIO, et l'identité communiste autour de la SFIC de l'autre. Donc alors commence une forme de course à la légitimité socialiste, ou plutôt une course à la légitimité révolutionnaire qui radicalise les positions, fige les identités de manière durable et parfois sans doute un peu schématique. Néanmoins, comme y invite donc Julien Michy, Paul Boulan et Emmanuel Bélanger dans le dernier numéro du Mouvement social sur les naissances du Parti communiste, il faut désacraliser le moment du congrès de Tours en élargissant la focale chronologique à la fois en amont et en aval. En amont, c'est-à-dire revenir à ce qui se passe pendant les divisions du mouvement socialiste pendant la Première Guerre mondiale, et en aval, c'est-à-dire les 4-5 premières années des années 20 qui... le moment où les deux partis se construisent ou se reconstruisent. Donc, pour comprendre la cristallisation de ces identités et la puissance des antagonismes, il faut aussi avoir en tête, je crois, un élément qui est important et qui est relatif à l'écriture de l'histoire. On a beaucoup parlé dans la première table ronde du rapport au passé, à l'écriture de l'histoire. Et en fait, si on se penche sur l'écriture de l'histoire, on se rend compte que la scission de Tours, qui trouve ses origines dans la Première Guerre mondiale, a été écrite dans les années 1920, d'abord par les communistes eux-mêmes. C'est une histoire qui est écrite, comme le dit l'historien Vincent Chambarlac, dans l'après-coup d'un regard, qui est écrite par les communistes, et cette histoire, c'est celle de la condamnation de l'attitude des chefs socialistes pendant la Première Guerre mondiale. Cette histoire, c'est celle de la scission de Tours et de la constitution d'un parti nouveau en quête de régénération, qui est décrite comme une délivrance qui serait tant attendue par les masses militantes. Et cette lecture politique et idéologique de l'événement sature en fait l'espace politique et perdure jusque dans les années 70, où l'on trouve encore des ouvrages comme celui de l'historien communiste Jean Fréville, qui revient sur la naissance du PCF et dont le titre est plus qu'évocateur, « La nuit finit à Tours ». Il me semble que dans cette configuration politique, les socialistes de la SFIO ont eu, dans les années 20 en tout cas, une sorte de longueur de retard. Comme l'ont montré les historiens qui se sont penchés sur cette période,
L'avantage dans cette course à la légitimité socialiste et révolutionnaire revient plutôt aux communistes. Leur rhétorique de dénonciation de la trahison socialiste pendant la Grande Guerre est efficace et sature le discours politique dans les années 1920. Et ainsi, à cette période, l'épithète de social traître s'inscrit durablement dans le vocabulaire politique de gauche et de l'extrême gauche. Autre point qui est peut-être à souligner en introduction, c'est que l'inventaire mémoriel de la Première Guerre mondiale, qui aurait permis peut-être une régénération en miroir de la SFIO, n'est pas réalisé par ce parti. La mémoire de la Première Guerre mondiale reste, comme le dit l'historienne Annette Becker, un passé qui ne passe pas pour les socialistes d'après Tours. Cette forme de longueur de retard fait que l'on observe la cristallisation d'une identité socialiste de la SFIO par défaut, via l'identification par les communistes de figures repoussoires qui permettent de dénier au parti son caractère révolutionnaire, alors même que la SFIO se reconstruit sur le dogme marxiste révolutionnaire dans les années 1920. Parmi ces figures qui font figure de repoussoir, on trouve justement Albert Thomas, même si, en réalité, l'option réformiste, voire réformatrice, et nettement anticommuniste qu'il incarne, est loin de représenter l'option majoritaire au sein de la SFIO de l'époque. Il n'empêche que dans le discours des frères ennemis communistes, l'insistance sur une telle figure repoussoire semble agir relativement efficacement par métonymie pour dénier à la famille socialiste son caractère justement socialiste et révolutionnaire. Alors, donc un petit point peut-être de présentation est nécessaire d'Albert Thomas, donc comme figure socialiste relativement atypique et qui vient cristalliser des identités. Donc il est né en 1870 et il meurt en 1932. Il est fils de boulanger, boursier de la République, normalien et historien. Son rapport au passé, au présent, au futur est également important. Et il appartient à la génération de militants qui sont venus au socialisme par la rue d'Ulm. C'est une figure de proue donc, du socialisme normalien, du socialisme intellectuel, qu'a bien étudié justement Christophe Rouchasson. Par ailleurs, il remplit des fonctions politiques. Il est maire socialiste de sa ville natale, Champigny-sur-Marne, depuis 1912, député de la Seine depuis 1910, et surtout le chef de file d'un courant réformiste qui s'assume comme tel, pour qui la réalisation du socialisme passe davantage par des réformes sociales et politiques que par la révolution violente et l'insistance sur la doctrine marxiste de lutte des classes. Surtout, il entre à partir de 1915 dans les gouvernements d'Union sacrée et il est nommé au poste qui est à la fois très stratégique et en même temps assez symbolique de ministre de l'Armement. Et il deviendra à partir de 1920 le directeur du Bureau international du travail, c'est-à-dire le secrétariat de l'Organisation internationale du travail, organisation en charge de mettre en place une législation sociale à l'échelle internationale et placée sous l'égide de la Société des Nations. Alors, à partir de ce que Thomas incarne au regard de l'identité socialiste en reconstitution dans les années 20, j'insisterai sur le fait que les divisions entre les deux principales forces de gauche, je m'intéresserai surtout aux socialistes et aux communistes, se font sur plusieurs points, parfois montés en épingle par les opposants communistes, et qui donc agissent, viennent cristalliser une identité socialiste par défaut. Alors, le premier point, c'est la question de la participation de l'Union sacrée et en conséquence une question fondamentale, celle du rapport au pouvoir. Le deuxième point, c'est la question du rapport à la révolution russe. Et le troisième point, c'est la question de l'opposition doctrinale entre lutte des classes versus réformisme, une opposition qui existe déjà avant dans le mouvement socialiste, bien sûr, mais qui, à cette période charnière de Congrès de Tours et ses suites, reprend de la vigueur comme véritable, parfois, insulte politique, entachant de la suspicion de sociale trahison toute personne qui assumerait d'endosser et d'assumer cette épithète. Alors, tout d'abord, la question de la participation à l'Union sacrée et le rapport au pouvoir. Alors, je ne vais pas détailler ce point longuement car il est assez connu, mais simplement préciser que l'expérience de la participation de 3 ministres socialistes au gouvernement d'Union sacrée constitue un élément de division important au sein du mouvement socialiste français. Même si le ralliement des socialistes à l'Union sacrée a été majoritaire au déclenchement du conflit, dès 1915 puis ensuite dès 1916, une double minorité pacifiste puis socialiste se constitue pour critiquer l'attitude des socialistes face à la guerre. La minorité pacifiste, qui est dite zimmerwaldienne, est favorable à la reprise des relations socialistes internationales et surtout elle condamne fermement la participation des socialistes à l'Union sacrée, refusant ce qu'elle appelle la prise en otage du mouvement ouvrier français par une guerre mondiale impérialiste. Nombre des minoritaires syndicalistes et socialistes qui se trouvent dans ce courant se retrouveront dans les premiers militants de la SFIC, même si ça n'est pas automatique, bien sûr.
Ensuite, la minorité socialiste autour de Jean Longuet est moins radicale. Sans véritablement remettre en cause le soutien des socialistes à la défense nationale, cette tendance s'exprime en faveur d'une solution de compromis pour sortir de la guerre. Les chefs de file de ce courant, Jean Longuet ou encore Paul Faure, eux, feront partie des leaders de la future vieille maison. Il n'en reste pas moins que pour ces deux courants, durant la temporalité de la guerre, Albert Thomas, ministre de l'Armement et en charge des main-d'œuvre qui sont allouées aux usines de la défense nationale, symbolise au plus haut titre la compromission des socialistes dans la guerre. Contrairement à Jules Guesde, également ministre depuis 1914, qui dit être là pour combattre et non pour gouverner, je le cite, Thomas, lui, assume pleinement d'être là pour combattre, mais également pour gouverner. Et on voit qu'il met en place une politique de main-d'œuvre originale dans les interstices de l'économie mixte de guerre, engagée dès septembre 1914 par Millerand avec les patrons de l'industrie privée. Et cette politique, qui est dans la lignée directe du réformisme dont il était le chef de file avant-guerre, cherche à contourner la mise en parenthèse de la protection légale des travailleurs causée par la guerre par une politique réglementaire relativement protectrice visant à garantir la productivité maximale de l'immense armée du travail mobilisée pour la guerre. Bref, ce qu'il cherche à mettre en place, c'est un véritable laboratoire du réformisme social. Il initie également des réflexions sur de nouvelles formes de dialogue social autour de l'arbitrage obligatoire et des délégués d'atelier qu'il met en place en 1917. Mais cette politique, on le sait, n'est pas dénuée d'ambiguïté. Elle est dénoncée comme la mise au pas des ouvriers au profit d'une boucherie impérialiste par les futurs militants du rang de la SFIC. Pour certains, le rôle de délégué d'atelier a même joué une pédagogie active pour l'apprentissage de la lutte syndicale et politique. Les colonnes de l'Humanité dans les années 20, donc désormais organe de presse de la SFIC, n'auront de cesse de rappeler le souvenir de cette politique, décrite comme le modèle même de la collaboration de classe au service de l'impérialisme économique et militaire. Du côté de la SFIO, on pourrait attendre une réflexion sur cette période d'expérience du pouvoir. Mais en réalité, durant les années 20, cette expérience fait figure, encore une fois, de passé qui ne passe pas. On ne cultive pas l'héritage de ce laboratoire de réformisme social qui a duré plus de 2 ans et au sein duquel, en réalité, de nombreux intellectuels socialistes, de nombreux syndicalistes même, ont pourtant participé. Ainsi, la mémoire militante rompt le fil entre cette expérience du pouvoir, ce qui va se passer ensuite au moment du Front populaire, ou même encore au moment de l'écriture du programme du Conseil national de la résistance dans lequel les socialistes ont un rôle. Alors qu'un regard historien permet au contraire de révéler des liens de parenté assez directs autour de cette idée de constituer une société démocratique appuyée sur des mesures sociales avancées. Alors, juste m'hydrater. Alors, autre point de discorde, de division du mouvement socialiste, c'est la question bien sûr du rapport à la révolution russe et du soutien apporté ou non à celle-ci. Alors, ce que l'on sait, c'est que Thomas joue un rôle particulier dans la réception de la révolution russe au sein du mouvement socialiste lui-même. D'une part, parce qu'il est présent lui-même en Russie entre les 2 révolutions russes, celle de février et celle d'octobre, en tant que ministre du gouvernement français. Il y est nommé ambassadeur extraordinaire en Russie et il se rend sur place pendant plusieurs semaines, d'avril à juin 1917. Sa mission est claire, raffermir l'alliance franco-russe. Et comme socialiste, il doit être en mesure justement de s'adresser à ce gouvernement provisoire russe, composé de socialistes, pour le convaincre de la nécessité de se maintenir dans la guerre. Et faire barrage, bien sûr, aux tentations pacifistes qui animent notamment le soviet de Petrograd et les bolcheviks russes. Comme une majorité de socialistes français, Thomas accueille d'abord avec enthousiasme la révolution de février. Il y voit l'espoir d'une démocratisation du pays allié de la France, jusque-là dirigé par le tsar. Il était par ailleurs un grand admirateur de Kerensky, donc un des leaders de la révolution de février, en qui il voyait un Saint-Just russe. C'est encore une fois l'historien, la socialiste, qui s'exprime et qui croit revoir dans la révolution de février les grandes heures de la révolution de 1789. Et un des éléments qu'il a bien sûr en tête, c'est le patriotisme qui anime les Français, et il espère voir justement le patriotisme russe se maintenir, comme ce fut le cas en France, pour vaincre l'impérialisme germanique.
Sa mission, bien sûr, on le sait, puisque vous connaissez la suite de l'histoire, est un échec relatif, voire complet, car elle ne permet pas de briser l'élan pacifiste qui touche la Russie en pleine ébullition révolutionnaire, notamment après l'échec de l'offensive de Kérenski à l'été 1917. Alors, si Thomas est un admirateur de la Révolution de février et de Kérenski, il devient, par la suite, après la Révolution d'octobre 17, l'un des plus fervents socialistes anti-bolcheviques. Il s'illustre par de violentes prises de position contre la dissolution de la Constituante par Lénine en janvier 1918, qu'il décrit comme un crime de lèse-démocratie. Puis, bien sûr, il est opposé au traité de Brest-Litovsk de mars 1918, traité de paix séparé entre la Russie et l'Allemagne, qui laisse la France sans alliés à l'Est. Du reste, Thomas n'est pas le seul socialiste à s'inquiéter du cours des événements. Comme l'a bien montré l'historienne Sophie Queret, par exemple, les socialistes réagissent d'abord en français. Ils sont inquiets de la défection potentielle de leur allié oriental. Mais c'est bien la perpétuation de cet anti-bolchevisme assumé, même après l'armistice de novembre 1918, qui cristallise une opposition qui n'est plus cette fois-ci, qui s'exprime plus seulement sur des aspects militaires, mais qui est devenue véritablement politique, voire idéologique. Et la brochure d'Albert Thomas, donc, qu'il publie en 1919, donc une fois que la guerre est terminée, et qui s'intitule « Bolchevisme ou socialisme », on se souvient de la brochure de Léon Blum, 10 ans plus tard, qui s'appelle « Bolchevisme et socialisme ». On voit bien que le contexte est très différent. Donc, bolchevisme ou socialisme, cette brochure constitue une sorte de bréviaire de l'anticommunisme en parti socialiste qui structure dès 1919 chez les opposants à la Troisième Internationale, puis que l'on retrouvera sous différentes modalités durant l'entre-deux-guerres. Mais cette brochure montre qu'on y trouve des éléments qui sont fédérateurs de l'antibolchevisme, mais qui ne sont pas typiquement socialistes, qui se trouvent dans l'opinion française en général à cette période, comme la dénonciation de la violence du régime, naissant, qu'on connaît mal, ou le soupçon d'intrigue allemande qui serait à l'origine de la Révolution d'octobre. En historien socialiste, cependant, Thomas cherche aussi à évaluer la conformité de cette révolution par rapport à la doctrine marxiste de la Révolution. Et bien sûr, pour lui, étant donné le faible développement de l'industrie et aussi bien sûr de la classe ouvrière russe, il estime que le pays ne réunit pas en 1917 les conditions de réalisation d'une véritable révolution prolétarienne telle que les définissait l'auteur du Capital. Thomas, lui, donc, oppose ce qu'il appelle la sentimentalité révolutionnaire des bolcheviks au mouvement méthodique des démocrates de France qui mènent, et c'est ça le cœur de la citation, une révolution par le droit et non par la force. Bref, cette brochure est aussi un plaidoyer pro-domo d'un homme qui milite pour une forme de socialisme des institutions. Celui-ci, ce socialisme des institutions, passe par l'action législative. Thomas, par exemple, en 1919, est l'auteur, avec d'autres socialistes, de la proposition de loi qui mène au vote de la fameuse loi sur les 8 heures adoptée par le Parlement en avril 1919. Mais ce socialisme des institutions, c'est aussi un socialisme qui défend la quête, ou en tout cas la production d'une expertise sociale. Ça rejoint ce qui a été dit précédemment sur le socialisme comme science sociale. On cherche à développer une expertise sociale, la connaissance du social. Thomas s'implique dans diverses commissions qui regroupent des syndicalistes, des réformateurs sociaux de divers bords politiques en faveur de la reconstruction économique et sociale de la France qui doit être basée sur des principes de justice sociale. Néanmoins, du fait de son ingérence dans les affaires russes et animé par la volonté de lutter contre les éléments pacifistes puis de son anti-bolchevisme assez violent, il se place peu à peu à la droite de la SFIO. Il devient la cible même de la vindicte des bolcheviks russes et, dans le même temps, des minoritaires pacifistes ou centristes de la SFIO qui dénoncent son implication excessive dans l'Union sacrée. Rappelons qu'il reste ministre jusqu'en septembre 1917, alors que Jules Guesde et Marcel Sembat ont quitté le gouvernement quelques mois plus tôt, en décembre 1916. C'est bien sûr aussi son manque de solidarité avec une révolution ouvertement socialiste qui le place à la marge de la SFIO. Il devient ainsi, dans le discours communiste qui sera écrit dans les années 1920, le symbole de la trahison de la révolution russe et qui entacherait par ricochet les chefs socialistes qui restent ensuite dans la vieille maison et qui refusent de l'exclure. Pourtant, on sait que sa position est marginale et souvent dénoncée par les hommes du centre, comme Léon Blum, ou plus encore
par Jean Longuet, et ce depuis quelques années déjà pendant la guerre. Eux prônent une politique de soutien de principe à l'égard de la révolution russe. Mais Thomas se trouve de plus en plus éloigné de l'appareil partisan et peine à comprendre la force d'adhésion de la grandeur à l'Est que suscite la révolution russe chez les militants. Il continue à prôner ce qu'il avait prôné déjà avant 1914, un socialisme des revues, des cénacles d'experts, centré sur l'action du groupe socialiste au Parlement. Et à partir de 1918, puis plus fortement à partir de 1919, les futurs dirigeants de la SFIC n'auront de cesse de demander l'exclusion de celui qu'ils appellent le ministre des Obus. Donc si le rapport à la révolution russe a constitué un fort marqueur d'opposition, la construction des identités antagonistes entre socialistes et communistes se déplace sur d'autres lignes de fracture après la scission de Tours. Et la construction parallèle de l'internationalisme communiste autour de la Troisième Internationale et d'un internationalisme libéral de la réforme sociale à l'OIT, dont fait partie Thomas, devient un nouveau terrain d'expression de l'opposition entre réforme et révolution, qui existait déjà dans le mouvement socialiste, mais qui, on va dire, reprend de la vigueur et s'exprime sous de nouveaux visages. Alors, sur la question du réformisme, comme l'a montré l'historien du Colombier, qui s'est vraiment intéressé à la naissance du Parti communiste français, l'antiréformisme qui a mobilisé fortement la minorité de guerre, opposée donc à la participation à l'Union sacrée, cet antiréformisme devient ensuite, bien sûr, une force de mobilisation massive du mouvement communiste en cours de constitution. Et il trouve justement à s'incarner dans quelques figures qui sont érigées en archétypes, des ennemis facilement identifiables. Ainsi, à partir de 1920, dans les colonnes de l'Humanité, on trouve la condamnation de ceux qui sont appelés les renégats du socialisme. Alexandre Millerand, Aristide Briand, René Viviani, et des sociotraîtres, Longuet, Blum, Renaudel ou Thomas, c'est-à-dire les nouveaux chefs de la SFIO. Du côté des communistes, la définition de cette ligne politique a un objectif double: permettre la régénération de l'idéal socialiste par un retour à ses fondements révolutionnaires et dénoncer la compromission, enfin ce qui est décrit comme la compromission du courant concurrent dans la course féroce à la légitimité socialiste et révolutionnaire qui s'engage avec la SFIO au début des années 1920. C'est naturellement Thomas qui affirme son réformisme de longue date, lui l'assume vraiment comme une épithète qui le caractérise, qui incarne la compromission des militants socialistes et syndicalistes dans la collaboration de classe internationale, en raison de son action ministérielle passée, de son soutien au traité de Versailles et en raison de son action présente, c'est-à-dire son mandat de directeur du Bureau international du travail. Les colonnes de l'Humanité érigent ainsi clairement une ligne de fracture nette entre le marxisme révolutionnaire de lutte des classes qu'incarnerait le nouveau parti et à l'opposé, le réformisme assimilé à une collaboration de classe qui gangrènerait les dissidents de la vieille maison. Une formule de l'Humanité de septembre 1920 établit nettement cette ligne de fracture. Je cite, « Mieux vaudrait après tout se perdre avec Lénine que de se sauver avec Albert Thomas ». Le rappel de la politique ouvrière qui a été menée par le ministre de Thomas en temps de guerre sert à la fois de repoussoir pour la SFIC et pour la CGTU en cours de constitution au début des années 20. Ensuite, c'est bien sûr comme directeur du BIT que Thomas est vilipendé dans la presse communiste. Et pour comprendre cette hostilité des communistes, il faut avoir en tête le fonctionnement de l'OIT, qui est instauré par le traité de Versailles et qui, en fait, est la première organisation internationale de type tripartite. Et donc, ces organes de décision rassemblent des représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs, qui élaborent dans le compromis et le consensus des conventions et des recommandations internationales du travail. Albert Thomas, on le comprend, épouse bien sûr cette conception libérale, enfin ce que l'historienne Sandrine Cotte appelle une conception libérale de la justice sociale. Et ce que l'on voit aussi, c'est que l'OIT se construit véritablement dans les années 1920 comme une alternative à la révolution violente et au prosélytisme révolutionnaire russe. Et véhicule ainsi une vision réformiste et assumée comme telle des relations sociales, prônant le dialogue et le compromis entre les classes. Sur ce point, le Bureau international du travail de Thomas peut d'ailleurs être considéré comme la terre d'accueil de socialistes réformistes en mal de reconnaissance et d'intégration dans la SFIO d'après-guerre. Puisque, comme l'a montré l'historien Tony Judt, par exemple, dans les années 70, la SFIO reconstruit sa doctrine à partir du début des années 1920
sur le marxisme révolutionnaire et la doctrine marxiste de lutte des classes. Certains socialistes, qui sont d'ailleurs assez liés soit au parcours de Thomas, soit à la participation ou au soutien à l'Union sacrée pendant la Première Guerre mondiale, suivent Thomas à Genève. Et j'étudie en partie dans ma thèse donc les réseaux de ces socialistes qui viennent à Genève avec la conviction sans doute de réaliser à l'Organisation internationale du travail une part d'idéal socialiste qui n'est pas possible d'assumer comme tel dans la SFIO des années 1920. Sans surprise, ces socialistes n'ont pas forcément intégré le panthéon socialiste, mais pourtant ils sont relativement nombreux à suivre Thomas à Genève. Quelques noms peuvent être ici mentionnés. Le journaliste socialiste Camille Lemercier, l'ancien guédiste Marius Wippl, qui devient son chef de cabinet, l'instituteur du Tarn Adrien Tixier, l'économiste Edgar Millot, ou encore l'intellectuelle féministe et pacifiste Marguerite Thibert, à qui l'historienne Françoise Thébault a consacré une remarquable biographie récemment. Thomas continue par ailleurs à cultiver ses liens avec un reliquat de socialisme normalien en quête de leaders politiques autour du groupe de centres de documentation sociale constitué à Ulm par le professeur de philosophie Célestin Bouglet. Ces personnalités que j'ai mentionnées revendiquent ouvertement l'étiquette de socialisme réformiste et agissent à l'OIT avec la conviction de réaliser une part d'idéal socialiste, et je dirais même d'idéal jaurésien, en faisant avancer la cause de la législation sociale dans le monde. Sans doute perçoivent-ils également leur action à l'OIT comme l'espoir de recréation d'un espace international et internationaliste qui concurrence l'internationalisme de l'internationale communiste constituée à Moscou en mars 1919, et alors même que la deuxième internationale socialiste, moribonde, peine à se reconstituer dans l'après-guerre. Thomas voit, lui, dans la réunion d'un nouvel internationalisme de la réforme sociale en cours de constitution à l'OIT, et aussi qui est très lié à l'internationalisme syndical qui renaît avec la constitution de la Fédération syndicale internationale en 1919, une alternative claire au projet communiste. Pourtant, l'option ouvertement réformiste soutenue par Thomas et son réseau socialiste genevois est marginale au sein de la SFIO en reconstruction. Quelques militants qui restent importants et influents au sein de la SFIO la soutiennent, mais à mots couverts. C'est le cas par exemple de Pierre Renaudel, dont le groupe La Vie socialiste soutenait plus ou moins l'option portée par Thomas au début des années 1920. Mais ce groupe doit être dissous en 1921 pour montrer la bonne volonté unitaire et marxiste révolutionnaire du parti qui brise justement cette option droitière et surtout ouvertement réformiste. D'autres militants se rapprochent, en tout cas, ont une convergence de vues avec Thomas. C'est le cas par exemple de Joseph-Paul Boncourt, député de Carmaux, en remplacement de Thomas après 1921, et qui fait figure de droite du parti. Mais son parcours est particulier. Il a été rallié tardivement à la SFIO à partir de 1916. Il sera l'avocat de la famille Jaurès lors du procès Villain. Et lui, il est partisan de la Société des Nations et d'une politique de paix, ainsi que de la participation gouvernementale. Ce qui le place à la droite du parti, raison pour laquelle il le quittera en 1931. Autre soutien peu mentionnable, c'est par exemple le cas de Marcel Déat, à la destinée on sait funeste, mais avec qui Thomas partage des convergences de vues, notamment sur la question du rapport au pouvoir. Donc, je crois que je vais parler bien longtemps. Pour conclure, on voit bien que à partir en tout cas, dans le sillage de la Première Guerre mondiale, puis du Congrès de Tours, puis au début des années 1920, on a une cristallisation de l'identité socialiste qui se fait parfois, en fait, par ricochet en creux du discours communiste. Et ainsi, en concentrant ses critiques et ses accusations sur les personnalités les plus réformistes de la SFIO, le discours agit par métonymie pour dénier à la SFIO le caractère révolutionnaire qui fait pourtant intégrante de son projet politique et qui anime la majorité de ses cadres et surtout la majorité de ses militants.
En retour, cette rhétorique piège la SFIO sur sa gauche, en quelque sorte, et l'empêche, je crois, de mener le travail d'inventaire mémoriel de la guerre, qui lui aurait permis de mener sa régénération politique complète, en miroir de celle opérée par le Parti communiste naissant. L'analyse majoritaire, qui reste majoritaire, de ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale, reste celle qu'avait lancée Jules Guesde. On était là pour combattre et non pour gouverner. Et il considérait la participation à l'Union sacrée comme une parenthèse qui ne devait surtout pas ouvrir une voie durable au ministérialisme et surtout pas au réformisme. Le refus de l'inventaire, je crois, est assez net. Lors du congrès de Tours, Léon Blum, par exemple, refuse en bloc l'épithète ministérialiste et fait tout pour faire oublier son rôle de chef de cabinet du ministre socialiste Marcel Samba pendant la guerre. Rôle qu'il mettra même peu en avant à titre d'expérience passée du pouvoir au moment du Front populaire. Lors des congrès socialistes, l'évocation du souvenir de la guerre se fait en général sur le mode de la contrition. Seule la Fédération du Tarn, celle de Jaurès, dont Thomas a été furtivement député entre 1919 et 1921, ose encore assumer ouvertement la politique socialiste de soutien à l'Union sacrée. Elle est même décrite comme étant en pleine cohérence, justement, avec les positions que Jaurès aurait formulées dans l'Armée nouvelle avant la Première Guerre mondiale. Mais pour la majorité du parti, et SFIO, la question de la participation au pouvoir, dénigrée sous le terme de ministérialisme, ce débat continue d'animer les rangs de la SFIO durant les années 1920, et la participation des socialistes à l'Union sacrée continue à jouer le rôle de mauvaise conscience au sein de la SFIO. Et je crois que c'est un des éléments en tout cas, qui explique la difficulté de la question du rapport au pouvoir assez durablement chez les socialistes et même après l'entre-deux-guerres. Um outro fator é entender que antes Quelle expérience est cette terre? Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.